Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le nourrissement des abeilles. Alors, petit disclaimer dès le départ, le nourrissement des abeilles n'est pas obligatoire. Il peut même être préjudiciable, voire contre-productif selon comment on l'emploie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi, quand et comment utiliser le nourrissement. Alors, on va commencer par définir le nourrissement des abeilles. Qu'est-ce que le nourrissement ? Le nourrissement des abeilles, c'est simplement l'apport de nourriture de manière artificielle à la colonie. Alors, il y a trois manières de voir les choses. Soit on ne nourrit pas les abeilles, soit on veut nourrir les abeilles mais de manière naturelle, ou soit on veut nourrir les abeilles mais de manière artificielle. On va développer ces trois manières. Ne pas nourrir les abeilles, qu'est-ce que ça engendre? Dans un premier temps, il faut accepter potentiellement de perdre plus de colonies. Le fait que les abeilles vont mourir de faim. Deuxièmement, on va laisser la colonie un peu plus en roue libre, sans la gérer, ou moins la gérer. Donc, ce qui fait qu'on va récupérer moins de miel, voire pas de miel. Par contre, le point positif, c'est qu'on va respecter un peu plus le cycle des abeilles, le cycle tout au long d'une année, puisqu'on ne va pas stimuler, par exemple, la colonie. Le nourrissement de manière naturelle. Alors, ce que l'on va faire pour nourrir de manière naturelle les abeilles, on va venir faire un apport de miel au niveau de la ruche. La première problématique, alors miel ou pollen, et pollen potentiellement. La première problématique que je vois, c'est potentiellement l'apport de maladies, de spores infectieux avec le miel. Dans le miel, vous avez tous des spores, et potentiellement sur une colonie saine sur laquelle vous venez rapporter du miel, du commerce ou même de votre production, potentiellement vous avez une ruche qui est un peu malade, peut amener à développer des maladies dans la ruche. Autre problème, c'est la cristallisation du miel. Si le miel se cristallise, ou s'il est cristallisé, les abeilles vont avoir beaucoup plus de mal, voire vont être incapables de manger le miel. Le nourrissement de manière artificielle. Tout simplement, on va venir apporter aux abeilles du sirop, du candy, de la pâte protéinée, par exemple. L'un des plus gros problèmes, c'est qu'on va peut-être créer des carences au niveau des abeilles. Alors, faut-il nourrir ces colonies? Et si oui, quand, comment et pourquoi? Alors avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que je vous explique des choses, mais moi, concrètement, j'ai mon avis qui ne regarde que moi et qui n'engage que moi, et je respecte tout le monde, toutes les apicultures et tout le monde, les personnes qui nourrissent, les personnes qui ne nourrissent pas, les personnes qui nourrissent de manière artificielle, les personnes qui nourrissent de manière naturelle. Chacun fait comme il veut, chacun son apiculture du moment où vous vous y retrouvez. Pour répondre à la question nourrir ou non ces abeilles, on va revenir déjà au problème de base. Qu'est-ce qu'un apiculteur? Alors un apiculteur, c'est une personne qui élève des abeilles et exploite un rucher en vue de produire du miel et de le revendre. C'est une définition simpliste du dictionnaire, on est bien d'accord, ça va bien au-delà de ça. Mais voilà, ce qui est important, c'est le terme élevage et éleveur. Alors si je transpose à autre chose, imaginons un éleveur canin. Je l'imagine mal ne pas nourrir ces animaux et les laisser mourir de faim. Et on peut transposer ça sur tous les éleveurs, que ce soit de l'ovin, du bovin, peu importe, des oiseaux ou autres. J'imagine mal la personne investir dans son temps et se dire, moi tout compte fait, ils n'arrivent pas à se nourrir tout seuls, et moi je les laisse se débrouiller, donc ils meurent. Pour moi, au niveau de l'élevage, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors vous allez me dire, on n'est pas en présence d'insectes qui amassent effectivement du miel comme là les abeilles. Le chien, on est d'accord qu'il ne va pas aller faire une réserve de croquettes ou de je ne sais trop quoi pour lui manger. La vache, c'est pareil. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Il faut garder aussi en vue l'exploitation apicole. Donc le but est de faire du miel et de le vendre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais n'empêche que l'éleveur ne laisse pas mourir ses animaux. Donc pour moi, ne pas nourrir ces colonies d'abeilles, c'est ne pas respecter ces abeilles et ne pas respecter les abeilles. Encore une fois, c'est mon avis, ça ne regarde que moi et ça n'engage que moi. Maintenant, chacun fait comme il veut et ce qui lui plaît. Dans le nourrissement des abeilles, il y a trois types principaux de nourrissement. Le nourrissement de stimulation, le nourrissement de complément et le nourrissement de soutien. On va développer ces trois types de nourrissement pour voir quand est-ce qu'on les utilise et comment on les utilise et à quoi ça sert. Maintenant, pourquoi, quand et comment nourrir ces abeilles? On est d'accord que le but principal du nourrissement des abeilles,
c'est tout simplement de ne pas laisser ces colonies mourir de faim. Ça, c'est le but ultime, le but premier. Mais à côté de ça, il y a d'autres buts qu'on peut atteindre avec un nourrissement et différentes manières de les atteindre. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la vidéo. Alors, avant de développer les différents types de nourrissement, les personnes qui veulent nourrir de manière naturelle avec du miel peuvent utiliser du miel tout au long de l'année. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que le miel ne soit pas trop liquide. Tout simplement puisque, alors je pense qu'en pleine saison, les abeilles sont assez vivaces, elles vont réussir à prendre le miel même s'il est liquide et qu'il coule un peu. Par contre, comme là en hiver où on a la grappe d'abeilles, et donc si on nourrit avec du miel liquide, les abeilles ne sont pas très vivaces, elles sont plus en léthargie. Là concrètement, on a le miel qui va couler sur les abeilles, des abeilles qui ne vont pas être assez vivaces pour pouvoir réagir, et elles vont s'engluer dans le miel, et potentiellement vous allez faire mourir votre colonie. Donc le miel, oui, attention, cristallisé, c'est compliqué pour les abeilles de le manger, trop liquide, ça peut porter préjudice à la colonie. Donc il y a un juste milieu à trouver. Concernant le nourrissement de stimulation, on va voir 4 cas possibles dans lesquels on peut utiliser ce nourrissement de stimulation. Il y en a sans doute d'autres, je ne vais peut-être pas tout énumérer, mais on va avoir déjà 4 cas. Le premier cas, c'est le fait de stimuler une colonie, donc la booster, en vue d'une future mielée qui va arriver. Le deuxième cas, c'est booster une colonie en vue de faire des essaims. Le troisième cas, c'est booster un essaim que l'on vient de créer ou que l'on vient de récupérer pour l'aider à se développer. Et le quatrième cas, stimuler une éleveuse. Donc maintenant, nous allons développer les 4 cas. La stimulation d'une colonie en vue d'une mielée. C'est simplement le fait de stimuler, de vouloir booster, de vouloir faire grossir cette colonie en vue de faire une meilleure récolte sur une grosse mielée. Alors, si je prends mon cas par exemple sur le colza, on pourrait imaginer que je booste les colonies, chose que je ne fais pas à l'heure actuelle, mais peut-être cette année je vais le tester sur une ou 2 colonies. Booster la colonie pour que quand arrive la floraison du colza, la colonie soit énorme et donc fatalement elle va amasser beaucoup plus de miel puisque beaucoup plus de butineuses. Attention, il faut savoir quand même qu'il faut 42 jours pour faire une butineuse. Donc c'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, ici mon cas, souvent le colza c'est aux alentours de début juin, c'est-à-dire qu'il faut que mi-avril, voilà, début avril, mi-avril, je commence à stimuler mes colonies pour arriver début juin avec une très grosse colonie. Donc n'oubliez pas, il faut quand même 42 jours, on ne fait pas ça une semaine avant, ça ne sert à rien du tout. Par contre, le revers de la médaille, c'est que s'il n'y a pas de mielée au moment attendu, comme là, admettons qu'il y ait du retard dans la saison et que moi j'ai prévu que le 1er juin, le colza fleurit, et donc je booste ma colonie pour arriver au 1er juin avec plein de butineuses dans la colonie, eh bien ce qui va se passer, c'est que la colonie va être à l'étroit. Et la colonie, quand elle est à l'étroit, il y a 2 solutions à ce moment-là. On a une colonie qui est très forte, très populeuse, on n'a quasiment plus de réserve dans la ruche, puisque ça fonctionne en flux tendu, on n'a pas encore eu de grosse mielée. Et donc, soit il va y avoir essaimage, puisque trop de monde dans la colonie, soit il va y avoir mort par famine de la colonie. Alors le plus souvent, c'est l'essaimage. Donc là, vous allez souvent avoir des essaimages multiples, c'est-à-dire essaimage primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Et là, d'un seul coup, vous affaiblissez votre colonie et vous perdez votre récolte de miel. Donc, stimuler sa colonie en vue d'une mielée, oui. Par contre, il faut bien maîtriser la floraison de la flore qui vous entoure. Si vous ne la maîtrisez pas, ne faites pas. Deuxième cas de figure, le cas où on stimule une colonie en vue de créer des essaims artificiels. Donc, dans ce cas de figure, tout simplement, on va faire la même chose qu'au premier cas, on va booster cette colonie à fond, mais là, c'est pas pour amasser du miel, c'est pour créer des essaims. Et là, on va se retrouver avec une colonie énorme sur 10 cadres, et l'avantage de ça, c'est que quand vous allez créer vos essaims, vous allez créer des essaims populeux, donc qui vont mieux démarrer. Ça, c'est un des gros avantages. Par contre, toujours la même chose, si vous boostez, vous stimulez à fond, et vous n'allez pas assez vite pour faire vos essaims, ben les essaims, vous allez les ramasser dans les arbres. Donc faites toujours attention, il faut maîtriser les choses. Troisième cas de figure, stimuler un essaim soit que l'on vient de créer, qui n'est pas très fort, ou soit un essaim que l'on vient de récupérer, de cueillir. Alors l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, en le stimulant, ça va aider cet essaim à partir.
il va démarrer beaucoup mieux, beaucoup plus vite avec des réserves. Si on fait un essaim artificiel, normalement on a mis des réserves avec les cadres qu'on a pris. Par contre, si on récupère un essaim, on a cueilli une grappe d'abeilles, là tout simplement, vous imaginez qu'on met en ruche un essaim, donc des abeilles, il n'y a aucun rayon de construit, sauf si vous avez des cadres construits, et ça les aide un peu, mais il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de pollen, il n'y a rien du tout. Donc là, le fait de leur apporter un peu de sirop, ça fait que on va les booster un petit peu et ça va mieux démarrer. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Le quatrième cas de figure, c'est de stimuler une éleveuse. Pour faire de l'élevage de rennes, il faut que la ruche éleveuse, donc c'est-à-dire celle dans laquelle on va mettre la barrette avec les cupules et ces futures reines qui vont être élevées donc, par ces abeilles, donc l'éleveuse, soit remplie d'abeilles, voire déborde d'abeilles. Si vous prenez une éleveuse où vous avez 3-4 d'abeilles avec 6 cadres en tout, et que quand vous regardez au travers des cadres, vous voyez à travers, c'est pas la peine d'essayer de faire de l'élevage là-dedans. Il faut vraiment que l'éleveuse déborde d'abeilles. Donc l'avantage de ça, c'est que en boostant cette colonie éleveuse, fatalement vous allez remplir cette ruche d'abeilles et vous aurez une meilleure prise en charge de vos cellules royales et de vos cupules. Alors pareil, attention, il y a toujours un calcul à faire. Pour faire une nourrice, il faut 23 jours. Donc pareil que tout à l'heure, si vous arrivez 3 jours avant ou une semaine avant en disant je vais booster un peu et puis youpi, dans une semaine je fais mon picking et je fais mon élevage de rennes, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc là, il faut prévoir concrètement 23 jours avant, voilà, 3 semaines, 3 x 7, 21, à quelques jours près, voilà. 3 semaines avant, il faut stimuler cette colonie. Et comme ça, 3 semaines plus tard, vous aurez une colonie qui va exploser. Et là, vous pourrez faire votre picking et votre élevage de rennes sans problème. Alors maintenant, on a vu les 4 cas de figure. Vous allez me dire, c'est bien beau, tu parles, mais je ne sais toujours pas comment je vais pour stimuler mes colonies. Alors pour stimuler des colonies, c'est tout simple. On va prendre du sirop 50-50 ou dit léger. Alors ce sirop 50-50, c'est tout simple. Les ingrédients principaux sont 50% d'eau, 50% de sucre. Voilà, tout simplement. Pour booster une colonie, pour la stimuler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apporter un demi-litre de sirop 50-50 tous les 3 à 4 jours de manière régulière jusqu'à avoir atteint l'objectif voulu. Soit la mielée, soit l'éleveuse où on va faire un picking, soit l'essaim qu'on veut développer, quand il est sur 6 cadres et qu'il est parti à mort, on peut stopper, voilà, ou déjà ralentir avant. Voilà, ça c'est à vous de voir, effectivement, à vous de vous adapter. Donc voilà pour le nourrissement de stimulation. Concernant le nourrissement de complément. Alors ce nourrissement de complément, il sert principalement à une chose, c'est à reconstituer, pour que les abeilles puissent reconstituer leurs réserves en miel, on va dire ça comme ça, afin de passer l'hiver correctement. Quand on utilise ce nourrissement de complément? Alors, ce nourrissement de complément, on l'utilise notamment après les dernières récoltes. Il faut savoir, et tout à l'heure on parlait d'exploitation apicole, comme tous les apiculteurs, ou tout du moins un grand nombre d'apiculteurs, on vient ponctionner du miel dans les ruches. Ce ponctionnement de miel, fatalement, vous imaginez bien que les abeilles, elles l'avaient prévu pour elles, pour passer l'hiver correctement. Le problème, c'est que nous, apiculteurs, grands méchants et tout ce que vous voulez, on vient effectivement récupérer ce miel. Donc, c'est-à-dire qu'on ampute la colonie d'une partie des réserves qu'elle avait prévues pour l'hiver. Donc, une fois qu'on a fait nos méfaits, entre guillemets, à ce moment-là, il y a 2 solutions. Soit on laisse tel quel, et on croise les doigts, et on espère que ça se passe bien au niveau de l'hiver, soit, maintenant, on va apporter un nourrissement de complément. Alors, ce nourrissement de complément, on le fait à partir de sirop lourd, 70-30. Alors, qu'est-ce que du sirop lourd 70-30? C'est tout simplement du sirop où les ingrédients principaux sont 70% de sucre pour 30% d'eau. C'est du sirop effectivement beaucoup plus aqueux, beaucoup plus épais que du sirop dont on parlait tout à l'heure, le sirop 50-50 qui lui est beaucoup plus liquide. Ce sirop 70-30 ou lourd, les abeilles vont venir le consommer en partie et vont le descendre dans les cadres de corps afin de le stocker pour l'hiver. Maintenant, comment on fait pour apporter
du sirop 70-30 et reconstituer les réserves des colonies. Alors tout à l'heure, sur le sirop léger, on était sur des petites quantités, 0,5 litres tous les 3 à 4 jours, donc soit 2 fois par semaine, approximativement. Voilà. Là maintenant, sur du sirop avec lequel on veut reconstituer des réserves de miel pour les abeilles, il faut avoir la main un peu plus lourde. Donc quand je dis la main un peu plus lourde, c'est-à-dire qu'au minimum, on va apporter 2 à 3 kg de sirop à chaque apport dans la ruche. Donc c'est-à-dire qu'on ne met pas un petit fond. Hein, si vous avez des nourrisseurs plastiques ou des nourrisseurs cadre en bois, voilà, on met une bonne épaisseur. Alors pourquoi une bonne épaisseur? Parce que déjà, premièrement, il y a une partie qui va être consommée directement par les abeilles. Voilà, elles ont faim, elles vont consommer, c'est comme ça. Et il y a une partie qui va être descendue dans les cadres. Donc c'est-à-dire que lorsque vous mettez 2 kg, par exemple, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais si vous mettez 2 kg, il y a par exemple que 1,3 kg, 1,5 kg qui va être stocké par les abeilles. Donc déjà, on a un ratio qui est en dessous de ce qu'on a mis. Donc c'est pour ça que si vous mettez 0,5 litres, par exemple, les abeilles, elles vont consommer les 0,5 litres, mais elles vont les consommer pour elles. Elles ne vont pas les consommer pour quelqu'un d'autre. Elles ne vont pas les stocker, pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous mettez trop peu, vous ne reconstituerez pas de stock de miel. Vous allez tout simplement nourrir vos abeilles directement. C'est pour ça qu'il faut utiliser une bonne quantité. Attention quand même, on arrive en fin de saison, puisque comme je vous ai dit, on met ce nourrissement de complément après les dernières récoltes de miel. Donc moi ici, c'est à partir du 15 août, fin août. Voilà, donc c'est-à-dire que pour le mois de septembre, il faut que j'attaque le nourrissement des abeilles. Alors certains vont me dire dans les commentaires, il y a la mielée de lierre qui arrive. Oui, je suis d'accord avec vous. La mielée de lierre, moi par ici, c'est jamais 50 kg sur une ruche. Il faut être honnête, c'est très très peu. L'année dernière, le lierre, il n'y a rien eu. Alors c'était une année de... on se comprend, mais il n'y a rien eu du tout. Donc cette mielée de lierre, moi je ne compte pas dessus et je mets directement du nourrissement aux abeilles. Donc c'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, je passe sur du sirop lourd et je reconstitue les réserves en miel pour les abeilles afin qu'elles passent l'hiver le mieux possible. Mais attention néanmoins à ne pas faire un blocage de ponte. Puisque si vous faites un blocage de ponte, là vous allez amputer le nombre d'abeilles de votre colonie, d'abeilles d'hiver. Et là c'est problématique. Parce que je vois beaucoup de personnes qui montrent par exemple des ruches mortes sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, ou dans des forums, où les personnes prennent leur cadre et me disent « oui, mais il y a plein de miel. » Oui, il y a plein de miel. Est-ce qu'il y avait encore de la place pour faire du couvain pour les abeilles? Tout du moins pour la reine? Peut-être pas. Donc ce qui fait qu'en fin de saison, on a eu des beaux cadres remplis de miel, et puis on avait ça de couvain. Et ça de couvain, ça nous donne une grappe d'abeilles comme mon point pour l'hiver, et là pour passer la colonie en hiver sur une grappe d'abeilles qui est comme mon point, c'est beaucoup plus compliqué. Donc quand on fait du nourrissement de complément, il faut faire attention à ce qu'on donne, pas trop peu, et il faut vérifier l'évolution du stockage des abeilles. Donc c'est pour ça que sur le mois de septembre et même jusqu'à mi-octobre, on peut continuer à visiter les ruches, sortir les cadres, et on voit si ça se remplit, si ça opercule et comment ça évolue. D'ici la fin de saison, on fera une vidéo sur les réserves dont ont besoin les abeilles pour passer, tout du moins une ruche pour passer l'hiver. Alors attention, ça sera très mathématique, voilà, mais ça vous donnera tout du moins une idée approximative de ce qu'il faut pour passer l'hiver et voir si vous êtes serein ou pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le nourrissement de compléments. Donc, comme je vous disais, attention au blocage de ponte, ça c'est un problème qui peut effectivement, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en début de vidéo, le nourrissement des abeilles peut être préjudiciable, voire mortel pour la colonie. Et là effectivement, sans vouloir faire mal, vous nourrissez trop votre colonie, plus assez de place pour le couvain, et donc mortalité de la colonie de manière hivernale. Et là malheureusement, on cherche parfois là où c'est pas bon, c'est-à-dire qu'on va incriminer le varroa et c'est pas forcément le varroa. Ensuite, nous avons le nourrissement de soutien. Alors le nourrissement de soutien, c'est le troisième nourrissement, lui n'est pas liquide, il est solide. On va faire un apport de candy à la ruche. À quoi sert ce nourrissement de soutien? Alors ce nourrissement de soutien, c'est simplement si votre ruche a consommé beaucoup de ses réserves durant l'hiver, et elle ne va pas avoir assez de réserves pour terminer l'hiver et
embrayer sur le printemps. Alors là, effectivement, on va venir faire un nourrissement de soutien. Ce nourrissement de soutien, je le souligne et j'insiste là-dessus, ce n'est pas liquide, c'est solide. On ne donne pas de sirop qui soit léger ou lourd aux abeilles en plein hiver. Si vous faites cette démarche-là, potentiellement, vous allez me dire, les abeilles prennent le sirop. Tout le monde est content, hein, je suis d'accord avec vous, les abeilles vont prendre le sirop. Par contre, vous allez épuiser vos abeilles hivernales. Et vos abeilles hivernales, quand vous les aurez épuisées et qu'elles seront mortes, la ponte de la reine ne sera pas repartie. Et là, vous allez dire au printemps, ah ma ruche elle est morte. Mais quelque part, ce sera de votre faute, puisqu'on ne donne pas de sirop aux abeilles en hiver. On donne du candy liquide, solide. On s'y perd. Pour ceux qui veulent faire du candy, je vous mets un petit lien tout en haut, là à gauche, ou à droite, ça dépend, moi c'est à ma gauche, ou ce sera à votre droite, sur une vidéo, comment faire du candy. C'est pas compliqué, vous verrez, tout le monde est capable de le faire. Donc j'insiste, en hiver, pas de nourrissement liquide au niveau des abeilles. Quand on apporte du candy, on n'apporte pas du candy de manière systématique. La ruche numéro 1 n'est pas la ruche numéro 2, 3, 4, 5, etc. D'accord? Celle-ci a peut-être besoin de candy, celle derrière non, celle derrière non plus, et peut-être que je vais en nourrir une sur 10. On apporte du candy quand il ne reste quasiment plus de réserve, ou plus de réserve, pour que la colonie ne meure pas. Tout simplement parce que si vous apportez du candy alors que la colonie a encore beaucoup de réserve, le candy va être mangé. Ça, c'est une certitude. Pourquoi le candy va être mangé? Parce que les abeilles, alors concrètement, c'est un peu comme vous. Je vous mets une assiette devant vous, voilà, et je vous mets l'assiette un peu plus loin, 3 mètres plus loin, avec la même chose dedans quasiment. Je ne pense pas que vous allez vous lever pour aller manger l'assiette là-bas 3 mètres. Vous allez manger l'assiette qui est devant vous. C'est logique. Et donc, fatalement, les abeilles, comme on leur met le candy juste au-dessus de la tête, comme il y a tirer un petit peu et puis manger, elles vont manger le candy. Ce qui paraît logique. Donc, quand vous avez l'impression que vos abeilles consomment du candy, oui, elles vont consommer du candy. S'il est juste au-dessus de leur tête, elles vont le consommer. Par contre, ce n'est pas parce qu'elles consomment du candy qu'il n'y a plus de réserve dans votre ruche. Donc ça, c'est à vous de faire un suivi de vos ruches au niveau du poids, alors soit par une balance, un peson, ce que vous voulez. On fera une vidéo fin de saison là-dessus, juste avant l'hivernage, pour montrer comment on pèse correctement une ruche. Donc là, c'est à vous de suivre. Donc le candy n'est pas une nécessité, non, n'est pas une obligation sur les ruches. Ça m'arrive régulièrement de passer des ruches, même beaucoup de ruches, au niveau de l'hiver, sans un candy. Alors, pas cette année, parce que l'année dernière, c'était extrêmement compliqué. Là, elles ont quasiment toutes du candy, voilà. Mais très régulièrement, je ne nourris pas mes abeilles l'hiver, ou alors je les nourris juste en fin de saison. Là où il faut faire très attention, au niveau du nourrissement hivernal, c'est quand la reine reprend sa ponte et que sa ponte s'accentue. Puisque là, à ce moment-là, les abeilles ont besoin de beaucoup d'énergie pour réchauffer la ruche au niveau du couvain à 35 degrés. Et donc, la manière de produire de l'énergie, c'est comme vous, c'est de manger. Donc voilà. Donc là, elles vont commencer à consommer beaucoup plus. Et c'est là où il faut faire très attention aux réserves qui restent dans la ruche. Et s'il n'y a plus, de venir mettre un complément avec du candy. Donc voilà, on vient de voir les 3 types de nourrissement qu'on utilise en apiculture. Le nourrissement de stimulation, le nourrissement de complément et le nourrissement de soutien. Et on a vu aussi quand il fallait employer ce nourrissement. Alors, on pense souvent au nourrissement par le sirop et par le sucre pour les abeilles. C'est vrai, c'est la base, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'une colonie, pour qu'elle se développe correctement et en bonne santé, il lui faut des protéines. Et ces protéines, la colonie, elle l'obtient par le pollen. Vous n'êtes pas sans savoir que les abeilles, quand elles vont butiner, elles ramènent du nectar et du pollen. Le nectar pour le miel, le pollen pour les protéines, pour la gelée nourricière, gelée royale, etc. Donc, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'on pense beaucoup au sirop, au candy ou autre, et on n'en pense pas beaucoup aux protéines, au pollen. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut forcément apporter des protéines dans votre ruche, mais idem, quand on parle de réserve, on parle de réserve en général, c'est-à-dire réserve miel, réserve pollen. Puisque si on prend le cas par exemple d'une stimulation en début de saison pour arriver sur une grosse mielée, si je stimule
avec du sirop, ma colonie à fond, la colonie va se développer. C'est pas le problème. Puisque l'araignée du nectar, hop, on va produire. On va pondre, on va faire de l'abeille. D'accord? Et à la fin, j'ai une colonie qui est énorme sur 10 cadres, magnifique. Le souci, c'est que si j'ai pas assez de protéines, donc de pollen dans la ruche, je vais avoir des abeilles qui risquent d'être en mauvaise santé, qui vont vivre moins longtemps, qui seront moins résistantes aux maladies, et donc indirectement, je vais causer soit des problèmes dans ma ruche, soit la perte de ma ruche, à terme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au pollen, aux protéines. Alors, 2 solutions. Soit vos ruches ont assez de pollen à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, ça a été mon cas. Dès que je faisais mes visites de printemps, j'avais un cadre quasiment recto verso où j'avais du pollen dans la ruche. Tout se passait bien. Là, vous voyez, cette année, je me pose la question. Je vous ai mis un post là il n'y a pas très longtemps dans la communauté où moi ici, les noisetiers sont déjà en fleurs. C'est la première source de pollen conséquente pour les abeilles. Et là concrètement, vous voyez, on a les températures qui sont redescendues. Ça fait 4 jours qu'il fait 3-4 degrés. Je suis devant la ruche. Il y a une abeille qui sort de temps à autre, mais c'est pas une abeille qui va ramener 15 kg de pollen. On est bien d'accord. Donc je me pose la question de cette année, est-ce que je ne vais pas complémenter avec de la pâte protéinée? Parce que j'ai peur qu'au démarrage, les noisetiers soient défleuris et que les abeilles ne trouvent pas assez de pollen pour pouvoir relancer l'activité de la colonie. Donc si vous avez assez de pollen dans vos ruches, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de complémenter avec des protéines. Par contre, si vous êtes dans un coin où le pollen, c'est entre 2 eaux, où c'est limite, n'hésitez pas en début de saison à soit apporter du candy protéiné, au moment où la reine repart sur une ponte correcte. Donc moi ici, ça va être fin février, début mars, mi-mars, après selon le temps. Voilà. Donc là, on va apporter du candy qui lui sera protéiné, ou soit apporter de la pâte protéinée. Comme ça, vous complémentez au niveau de votre ruche la carence qu'elle peut avoir en protéines, en pollen, là en l'occurrence. Petite remarque toute bête, j'espère que vous y avez pensé, mais bon, on va faire un petit rappel quand même, parce que je vois tellement de choses que... il y a des choses qui m'interpellent beaucoup. On ne nourrit pas les abeilles quand il y a une hausse. Voilà, c'est la logique en fait. Parce que sinon, à ce rythme-là, moi je vais mettre des hausses et je vais nourrir mes abeilles, et sur une ruche, je vais faire 10 hausses, et 10 hausses de miel chinois. Voilà. Qui n'aura rien à voir avec du miel proprement dit, puisque ça aurait été butiné de nulle part. Par contre, effectivement, ça sera du miel, entre guillemets, de sucre. Voilà, concrètement, on va appeler ça comme ça, du miel de sucre. Donc surtout, on ne nourrit pas les abeilles, que ce soit avec du candy ou avec du sirop, que ce soit léger ou lourd, quand il y a une hausse sur la ruche. Autre remarque, je vous ai montré moi les cas de figure principaux et standards concernant les différents nourrissements. Maintenant, adaptez-vous. Là concrètement, cette année, je me suis adapté par rapport à ce schéma-là, puisque ici, comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, la récolte de miel a été nulle pour certaines saisons, et les ruches étaient vides. Donc c'est-à-dire que si je ne nourrissais pas en pleine saison, eh bien je perdais mes abeilles. Donc adaptez-vous. Moi ce que je vous donne, c'est les grandes lignes. Après, l'apiculture, c'est savoir s'adapter déjà à son climat, sa région et ses ruches. Et concrètement, ces ruches, il y a des grandes lignes directrices, mais cette ruche-ci ne fonctionne pas pareil que celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci. Voilà, elles ont toutes parfois un fonctionnement un peu différent. Pourquoi celle-ci me fait 30 ou 40 kg de miel, alors que l'autre qui est à 2 mètres, elle ne me fait pas de miel ou elle ne me fait que 5 kg. Voilà, vous voyez, donc voilà, il faut faire attention à ça, il faut savoir vous adapter. Et pour terminer, avant de clôturer cette petite vidéo, juste une petite réflexion. Pourquoi on nourrit nos abeilles? Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ne pas les laisser mourir, mais c'est surtout parce qu'il y a un problème plus profond. Si on nourrit les abeilles, alors mis à part la 2021, où la saison a été très pluvieuse, froide, enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi un manque de nourriture naturelle pour les abeilles à l'extérieur de la ruche. Alors ma petite réflexion, c'est tout bête, et là je parle aux apiculteurs, comme aux personnes qui s'intéressent à la nature, ou même pas à la nature, mais qui voudraient potentiellement faire quelque chose pour préserver les abeilles
ou la biodiversité, planter des arbres, planter des haies, planter des framboisiers, des fleurs, des arbustes, tout ce que vous voulez, mais pour que la biodiversité ait à manger. Alors là, moi je parle des abeilles parce que voilà, je suis apiculteur amateur, donc je parle des abeilles, mais il n'y a pas que nos abeilles qui ont besoin de manger, il y a tous les pollinisateurs qui sont à côté, bourdons et autres abeilles solitaires qui ont besoin de manger, et c'est de plus en plus compliqué dans la nature pour ces pollinisateurs. Et donc je me dis, si au lieu de venir apporter du sirop, du candy, de la pâte protéinée dans les ruches, on arrivait à solutionner le problème à la base, et tout le monde, en faisant un petit geste, bête et méchant, en plantant un carré de 1 mètre sur 2 de fleurs par exemple, ou en plantant quelques arbustes mellifères dans son jardin, et bien tout simplement, voilà, on arriverait peut-être, oui je suis peut-être idéaliste, hein, je le conçois sur ce coup-là, il n'y a pas de souci, mais je me dis de toute façon, ça ne pourra pas être plus mauvais que ce que ça ne l'est maintenant. Voilà, ça pourrait être que du mieux. Donc, si vous avez la possibilité, vous avez un petit jardin ou même qu'une petite terrasse, achetez des bacs de fleurs et puis mettez quelques fleurs mellifères dans vos pots. Voilà, ça va égayer votre terrasse, ça va égayer votre jardin, ça va boiser votre jardin. Vous verrez potentiellement des oiseaux qui vont revenir, que vous n'avez peut-être jamais vu. Mais je me dis, voilà, si tout le monde fait un petit geste, alors je ne vous dis pas de planter 300 arbres, c'est pas la question, et puis tout le monde ne peut pas planter 300 arbres. Mais si tout le monde fait un petit geste, je pense qu'on peut déjà solutionner une grosse partie du nourrissement des abeilles en amont, à la base. Et je pense que ça serait bénéfique vraiment pour tout le monde. Alors, c'était la petite parenthèse de fin, hein, voilà. Petite réflexion, bête et méchante, mais je pense que tout le monde est en mesure de faire ça, planter quelques fleurs, tout simplement chez lui. Donc voilà. Sur ce, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu, ça vous a peut-être appris des choses, ou pas, ou ça vous a peut-être rappelé certaines choses que vous aviez vues, peut-être ou lues il y a quelques temps. Mais bon, toujours est-il que je trouvais important de faire cette vidéo sur le nourrissement, puisque quand on discute avec des personnes, il y a des personnes qui sont un peu perdues entre sirop léger, sirop lourd, candy, en hiver je peux mettre du sirop, je peux pas en mettre, enfin voilà. Donc là au moins on a détaillé, sans prendre non plus 3 heures en vidéo sur le nourrissement. Mais bon, je pense que c'était important. Donc voilà les apis, la vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous n'hésitez pas, vous activez la cloche, comme ça vous êtes prévenus de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, moi, je vais vous dire à bientôt, à une prochaine vidéo, et j'espère réellement que ça vous a plu. Allez, salut les apis!